Bonjour, je suis Barbara Nicoloso, je suis directrice de l'association Virage Énergie, qui est une association qui travaille depuis une quinzaine d'années sur les questions de transition énergétique. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la dimension politique et sociétale de l'énergie. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la façon dont nos sociétés consomment de l'énergie, la façon aussi dont elles en produisent, et les transformations qu'on devrait mettre en place pour pouvoir répondre à l'urgence climatique et également réduire les inégalités sociales. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est en situation d'ébriété énergétique. On est totalement dépendant aux ressources qu'on utilise, et notamment aux ressources fossiles, donc au charbon, au gaz, au pétrole, qui représentent aujourd'hui un peu plus de 80% des ressources énergétiques utilisées dans le monde. Et ces ressources énergétiques fossiles, elles sont responsables de l'émission de gaz à effet de serre qui, aujourd'hui, nous amène à connaître un dérèglement climatique à l'échelle mondiale. L'objectif, ça va être de sortir de cet état d'ébriété, de sortir de l'état dans lequel se sont installées les sociétés occidentales depuis maintenant un peu plus de 50 ans, c'est-à-dire d'un accès à une énergie abondante et bon marché, pour aller vers une société de sobriété. La sobriété, elle s'impose pour plusieurs raisons. Déjà parce que ces ressources qui jusqu'à présent étaient disponibles en quantité et à un prix assez accessible sont de moins en moins. On vit aujourd'hui une crise énergétique qui est liée à des aspects économiques, à des questions aussi géopolitiques, mais aussi à des questions physiques d'accès à ces ressources qui sont en voie de raréfaction. Donc l'idée, ça va être de moins consommer, tout en ayant un rééquilibrage entre ceux qui ont trop et ceux qui ont trop peu. On met vraiment en fait au cœur de la sobriété non seulement la réduction de consommation de ressources naturelles, mais surtout ce rééquilibrage et cette répartition de la richesse entre les personnes, et notamment l'objectif de la sobriété, ça va être de faire sortir de la précarité un certain nombre de personnes qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins fondamentaux, que ce soit d'avoir accès à une alimentation de qualité, mais aussi d'avoir accès à l'énergie. On a aujourd'hui en France à peu près 25% de la population qui est en situation de précarité énergétique, donc qui consacre plus de 10% de ses revenus mensuels à se chauffer, mais également à payer son plein d'essence. Et on sait que beaucoup de Français sont aujourd'hui dépendants de leur voiture pour aller travailler notamment, puisque tous les territoires français ne sont pas aménagés de façon à ce qu'on puisse avoir accès facilement à des transports en commun. Donc la sobriété va s'imposer, et elle s'impose déjà, et il faut en faire vraiment un tremplin pour à la fois répondre à ces questions d'inégalité sociale, mais aussi à des questions d'inégalité de genre. Puisqu'aujourd'hui, on vit dans des sociétés aussi, où on le sait, les inégalités entre les femmes et les hommes sont systémiques. Aujourd'hui, les femmes gagnent moins et sont rémunérés moins que les hommes pour un travail équivalent. La répartition des tâches aussi au sein du foyer ne se fait pas de manière équitable. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec beaucoup de femmes en situation de monoparentalité qui sont aussi des précaires énergétiques. Et il y a aussi un enjeu, quand on va faire cette transition énergétique, à repenser la façon dont des politiques publiques peuvent aussi réduire ces inégalités, en venant interroger par exemple le temps de travail, en venant interroger aussi certaines politiques, je pense notamment d'extinction de l'éclairage public, où on sait que le sentiment de sécurité entre une femme et un homme n'est pas forcément le même, et il va falloir intégrer aussi ces dimensions-là dans la façon dont on va mettre en place ces politiques de sobriété pour qu'elles soient le plus inclusives possible, à la fois pour des personnes en situation de précarité, pour les femmes, mais aussi pour d'autres personnes qui ont des situations notamment de handicap ou qui ne sont pas en capacité de pouvoir appréhender l'espace public comme peuvent le faire des personnes qui sont en très bonne santé et qui sont en état de pleinement pouvoir se balader dans l'espace public et vivre leur vie. Donc ces questions-là sont extrêmement importantes et en fait, quand on parle d'énergie, on va parler aussi de société, et on va surtout parler de société. Et nous, ce qu'on essaye de faire à Virage Énergie, c'est justement d'accompagner les collectivités pour qu'elles développent une vision systémique, une vision globale du fonctionnement d'un territoire, pour identifier tous les endroits où on consomme de l'énergie, et se poser la question des besoins. De quoi on a vraiment besoin, de quelle quantité de ressources on a besoin pour pouvoir satisfaire nos modes de vie, pour pouvoir répondre à la façon dont on peut se nourrir, se chauffer, habiter, se déplacer, etc., etc. Donc on va retrouver vraiment cette question d'équilibre. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que donc, la sobriété, ça va nécessiter des changements de mode de vie, des changements d'organisation sociétale.
Donc quand je dis organisation sociétale, ça va être interroger à la fois le travail, le système économique, l'aménagement du territoire, pour essayer d'avoir des systèmes politiques dans lesquels on puisse le plus facilement possible améliorer la qualité de vie des personnes tout en réduisant les consommations énergétiques. Ce qui est important d'avoir aussi en tête, donc ces changements de comportement, ils peuvent s'accompagner aussi, et ils doivent aussi s'accompagner d'améliorations technologiques. L'efficacité énergétique, donc la réduction des consommations d'énergie par l'amélioration des technologies, des techniques, c'est quelque chose qu'il faut poursuivre, mais ça ne sera pas suffisant. Si on ne vient pas interroger nos modes de vie, nos organisations, on n'arrivera pas à réduire de manière assez importante nos consommations et à répondre à l'urgence climatique. Et enfin, une fois qu'on a baissé ces consommations, l'objectif c'est de pouvoir couvrir nos besoins énergétiques par la production d'énergie renouvelable. Nous, au sein de Virage Énergie, on est convaincus qu'on peut arriver approvisionner l'ensemble de la France à partir d'énergies renouvelables, mais ça nécessite au préalable de réduire fortement nos consommations. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va vouloir dire dans la vie de tous les jours de mettre en place des politiques de sobriété? Ça va déjà nécessiter d'interroger nos consommations actuellement, d'essayer de voir les politiques qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins. En termes de mobilité, par exemple, on voit bien qu'aujourd'hui on est rentré, et depuis plusieurs années, dans une ère du tout bagnole, où la voiture prend de plus en plus de place dans l'espace public, elle est aussi très consommatrice d'énergie, elle peut générer des problématiques de sécurité routière, des problématiques environnementales. Pour rappel, c'est un peu plus de 50 000 personnes chaque année en France qui décèdent de maladies liées à la pollution atmosphérique, donc il y a un véritable enjeu sanitaire. Et puis une occupation de l'espace public aussi, qui aujourd'hui fait qu'on a des centres-villes, des territoires où la voiture est reine, et donc il y a un enjeu aussi faire plus de place pour les modes alternatifs, que ce soit pour la marche à pied en premier lieu, parce qu'aujourd'hui c'est pas toujours évident et confortable quand on est piéton de se balader dans certains territoires et dans certains centres-villes, faire de la place également au vélo, aux mobilités alternatives, avec des pistes cyclables qui sont sécurisées, avec des infrastructures de réparation ou des garages à vélo qui permettent de faciliter le changement de comportement et de se dire voilà, je suis dans des bonnes conditions pour me mettre à faire du vélo et donc je passe le pas, ce qui n'est pas le cas quand on n'a pas accès à des pistes cyclables ou qu'on n'a pas accès à certaines infrastructures, par exemple aux douches. Quand on travaille et qu'on va au travail à vélo, arriver dégoulinant, c'est pas toujours très agréable. Donc c'est le type d'infrastructures qui peuvent aider aussi à changer de comportement. Et puis renforcer les réseaux de transport en commun qui existent déjà, avec des plages horaires qui sont plus importantes, avec des cadences qui sont plus importantes aussi, pour faciliter le changement de comportement et que les gens se disent oui, j'ai une alternative qui est fiable à l'utilisation de ma voiture, je vais arrêter d'utiliser ma voiture, voire même je vais vendre ma voiture. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être accompagnées. Également, si je prends un autre sujet, le sujet de l'alimentation, de l'agriculture, comment on fait pour avoir accès à une alimentation de qualité, qui est produite localement et qui est aussi accessible d'un point de vue financier. Là aussi, la collectivité peut jouer son rôle. Elle peut aussi accompagner des jeunes agriculteurs dans l'installation pour produire une alimentation bio de qualité. Elle peut aussi jouer sur les marchés publics. Aujourd'hui, si on prend l'échelle des communes qui ont la gestion des écoles maternelles et des écoles primaires, c'est elles aussi qui gèrent les cantines scolaires. Donc elles peuvent choisir les produits qui vont être servis dans les cantines. Et par les marchés publics, essayer aussi d'avoir un approvisionnement qui soit le plus local possible et qui soit le plus bio possible. Tout comme elles peuvent aussi inciter des changements de comportement alimentaire en proposant une ou plusieurs journées par semaine dans lesquelles on va pouvoir avoir des menus végétariens qui vont venir aussi apprendre aux enfants qu'il existe des alternatives aux protéines animales. Donc il y a énormément de choses à faire, ça c'est une réalité, et nous on est persuadés que l'échelon local est l'un des échelons les plus pertinents pour mettre en place ces politiques, parce qu'elles sont en proximité des personnes. C'est aussi un échelon où on peut créer de la démocratie participative vraiment qualitative, c'est-à-dire qu'on peut créer des instances au sein desquelles on va se dire aujourd'hui on sait qu'on fait face à l'urgence climatique, qu'on fait face à la finitude des ressources. Comment on met en place des politiques qui nous permettent de répondre aux besoins de notre collectivité, aux besoins des personnes qui habitent sur le territoire, tout en ayant un impact environnemental qui soit le moins important possible. Et donc,
Nous, on plaide beaucoup pour qu'il y ait la constitution de conseils locaux de sobriété ou de petites conventions citoyennes pour le climat très localement, parce que les modes de vie sont pas les mêmes aux quatre coins de l'Hexagone. Il est très clair que les leviers de sobriété en plein cœur de Paris sont pas du tout les mêmes que dans un petit village en Ardèche, et que c'est vraiment important de faire du sur-mesure et surtout collectivement, avec les élus, avec les citoyens, avec les entreprises, avec l'ensemble des acteurs locaux, se dire qu'est-ce qu'on veut collectivement. Et c'est vrai que ces endroits où on se pose, on se dit voilà nos besoins, voilà les ressources dont on dispose, on les a assez peu aujourd'hui, et donc nous on plaide beaucoup pour que ce type d'endroits se créent pour collectivement prendre des décisions et décider aussi de l'avenir des territoires, puisqu'on se situe aussi dans une situation de dérèglement climatique qui fait qu'aujourd'hui il faut dès à présent anticiper les transformations qui vont venir, et donc ça se prépare dès aujourd'hui. Il y a une autre dimension de la sobriété qui est extrêmement importante à avoir en tête, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'approche systémique, c'est-à-dire qu'il va falloir porter un regard global sur le fonctionnement de notre société. Donc voilà, passer d'une société dans laquelle on est dans la surabondance matérielle à une société de suffisance, donc juste consommer ce dont on a besoin et pas plus. Passer aussi de systèmes très centralisés à des systèmes beaucoup plus relocalisés. Comment on fait pour s'approvisionner localement avec une production qui vient d'une dizaine, trentaine, voire une centaine de kilomètres? Comment on fait aussi pour produire localement l'énergie qui va être consommée sur le territoire? Et comment on relocalise aussi l'emploi. La sobriété, ça va nécessiter aussi de se réinterroger sur notre façon de consommer et aussi sur la provenance des produits qu'on consomme. Et donc on peut envisager qu'une partie de tout ce qui est lié à la production industrielle, aussi à la production manufacturière, soit relocalisée au plus près des lieux de consommation. Il y a une autre dimension qui est aussi importante, ça va être le rapport à la propriété. Aujourd'hui, on est tous plus ou moins propriétaires d'une perceuse, d'une ponceuse, d'une voiture, d'un vélo, etc., etc. Et on pense qu'on peut davantage mutualiser un certain nombre d'appareils, d'équipements, pour éviter que chacun ait une surabondance matérielle, une surabondance de produits chez soi qui est peu utilisée et qui a une fin de vie qui, on le sait, est souvent très impactante d'un point de vue environnemental. Donc un travail sur la propriété, donc des équipements, mais ça peut être aussi de l'habitat. L'habitat partagé, ça peut être un moyen aussi de recréer de la convivialité, de permettre à des personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès au marché traditionnel de l'immobilier de pouvoir avoir accès à un logement qui est décent, et ça répond aussi à des problématiques d'isolement des personnes âgées qui bien souvent aujourd'hui se retrouvent seules chez elles dans des maisons qui ont des surfaces qui sont surdimensionnées pour des personnes seules. Ça crée aussi des problématiques d'accès aux soins, d'accès aux lieux de consommation, et donc avec par exemple l'habitat partagé de personnes âgées, donc on appelle ça des béguinage de personnes âgées. Vous avez une vingtaine de personnes âgées qui ont chacune un appartement, et il y a des pièces collectives qui permettent de se rencontrer, qui permettent de cuisiner ensemble, de recevoir des personnes, de faire venir un docteur, de faire venir un kiné qui va pouvoir dispenser des soins à toutes les personnes qui sont là. Et ça, c'est aussi des choses qui contribuent à la sobriété, puisque ça permet de remettre sur le marché des surfaces de logement qui sont très grandes et qui ne correspondent plus aux besoins des personnes qui sont seules, et en même temps de permettre à ces personnes de trouver des endroits où elles vont être en lien avec d'autres personnes tout en ayant un habitat de qualité. Donc c'est aussi anticiper les évolutions démographiques que nos sociétés connaissent. Et puis deux dernières dimensions qui sont importantes, la question de la vitesse. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui vont très vite parce qu'on a des ressources énergétiques qui nous permettent d'aller très vite, les ressources fossiles. Donc cette vitesse, elle est permise dans la mobilité. Aujourd'hui, on a des voitures qui nous permettent d'aller un petit peu partout où on veut. On a des avions qui nous permettent en 10 heures, 15 heures d'être à l'autre bout du monde. Et en fait, il faut se rendre compte que ce rapport à la vitesse-là, il est assez inédit à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Homo sapiens sapiens, il y a 300 000 ans. Ça fait que 50 ans en fait qu'on connaît ces modes de déplacement qui nous ont aujourd'hui mis dans des imaginaires où on a l'impression qu'on peut aller n'importe où on veut quand on veut. Alors oui, on peut le faire, mais tout ça, ça a un poids environnemental qui est extrêmement fort, et c'est aussi extrêmement générateur d'inégalités sociales. Aujourd'hui, c'est vraiment une infinité de la population mondiale qui a accès à ces modes de déplacement.
Et donc avec la sobriété, on vient aussi réinterroger ça en se disant que comment on peut faire différemment. L'idée derrière la sobriété, c'est pas de dire aux gens vous allez arrêter de voyager, mais il faut penser la façon dont on va voyager différemment. Si on va à l'autre bout du monde, on va à l'autre bout du monde pour 6 mois, on n'y va pas pour une semaine. Et c'est vraiment réinterroger tous ces modes-là de déplacement en lien avec la vitesse. Et également la question du numérique, puisqu'aujourd'hui on est dans des sociétés qui sont aussi très rapides, puisqu'on a des moyens technologiques et des moyens de communication qui nous permettent d'aller très vite. Et ce rapport à l'immédiateté, alors il peut être très pratique dans certaines situations, mais il est aussi assez épuisant. Et derrière la sobriété, on vient aussi réinterroger notre rapport au numérique en disant que le numérique c'est pas mal ou c'est pas bien, mais le numérique, il faut avoir un usage qui est raisonné et vraiment l'utiliser quand c'est nécessaire et pas développer un recours excessif au numérique. Je pense notamment à la publicité aujourd'hui numérique, à tous ces écrans publicitaires qui se déploient un petit peu partout en France. Je suis pas certaine que ça réponde à un besoin fondamental de la population, et en plus on est sur des dispositifs qui sont particulièrement énergivores. Et une dernière dimension, donc c'est aussi notre rapport à la nature, partant du constat qu'on vit aujourd'hui dans des sociétés qui sont de plus en plus artificialisées, où on est déconnecté en fait des écosystèmes, on est déconnecté du vivant, autre qu'humain, et il faut également qu'on réfléchisse à la façon dont la vie des êtres humains soit davantage en connexion avec ce vivant. Donc tout ça, ça constitue la base, les fondements d'un projet de société de sobriété. Alors, la sobriété, qu'est-ce qu'on a à y gagner ? Déjà, on va consommer moins de ressources, qui va coûter moins d'argent, à la fois aux particuliers et aussi aux collectivités et aux entreprises, et c'est pas du tout négligeable dans un contexte d'inflation et de crise économique. On va aussi y gagner une amélioration de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va réduire la pollution atmosphérique, on va réduire la pollution de l'eau, la pollution des sols, et tout ça, ça va permettre une amélioration aussi de la santé. Donc derrière la sobriété, on a aussi du mieux vivre, on a de la qualité de vie, et on a aussi une dimension sociale extrêmement importante, je l'ai dit tout à l'heure. On va faire sortir des gens de la précarité, mais aussi ça va permettre de recréer de la solidarité, du lien social entre les personnes, ce qui aujourd'hui a tendance à disparaître dans nos sociétés. Donc nous, c'est le message qu'on porte. On accompagne les acteurs locaux pour que tout ça puisse concrètement se mettre en place. Il ne faut pas oublier aussi que on a eu il y a quelques mois en France une convention citoyenne pour le climat, donc 150 Français qui ont été tirés au sort, à qui on a expliqué les enjeux énergétiques, climatiques, environnementaux pendant plusieurs semaines, et à qui on a demandé de formuler des propositions pour que la France puisse atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et parmi les propositions qui sont ressorties de cette Convention citoyenne pour le climat, on retrouve énormément de propositions de sobriété. Et c'est très rassurant, parce que quand on explique très clairement les enjeux, on voit que la sobriété apparaît comme une évidence, que réduire le temps de travail, ça apparaît comme une évidence, réduire la vitesse sur les routes, c'est une évidence. Et tout ça, ça nous donne aussi un élan pour nous dire que, oui, au regard des enjeux, beaucoup de Français sont prêts aussi à ce que ces politiques soient mises en place, et ça nous motive aussi à aller rencontrer les élus, à les former et à leur dire que il y a une marge de manœuvre qui est extrêmement importante et qu'il faut accélérer parce qu'on est face à une urgence climatique. Certes, on a des objectifs de transition énergétique qui sont fixés dans la loi, mais aujourd'hui, ça ne va pas assez vite. Aujourd'hui, quand on parle de sobriété dans le débat public, souvent on fait référence à des éco-gestes, au fait d'éteindre sa box la nuit, d'éteindre la lumière, de faire attention à ces petits gestes du quotidien. C'est important, mais ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut des transformations qui soient vraiment sociétales, qui soient vraiment globales, où on va venir réglementer l'aménagement du territoire, où on va venir renforcer de manière très massive le développement des mobilités alternatives, et on va avoir aussi des réflexions plus globales sur la consommation énergétique de nos sociétés, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui à l'heure actuelle en France. Et il y a une dernière dimension qui va être très importante, c'est la question aussi des récits et des imaginaires. Aujourd'hui, on vit dans des sociétés, je l'ai dit, qui sont extrêmement dépendantes des énergies fossiles, avec des imaginaires de vitesse, de puissance, de viralité très forte aussi, qui s'imposent. Et la sobriété va nécessiter de construire des récits alternatifs qui montrent aussi que, en interrogeant nos besoins,
en ayant des consommations qui soient beaucoup plus raisonnées, en ayant un autre rapport à la nature, on peut aussi créer un projet de société qui soit désirable et qui donne envie aux personnes de s'y engager. Et donc tout ça, ça va nécessiter aussi de se projeter dans des mondes qui sont différents, d'utiliser les images, d'utiliser des moyens artistiques, d'avoir recours aussi aux acteurs culturels pour nous aider à imaginer un monde qui est différent dans 10, 20, 30 ans, tout comme le monde était différent il y a 30 ans, 50 ans, il y a 100 ans. Et aussi anticiper les impacts du dérèglement climatique sur nos sociétés, parce qu'on vit dans un monde en fait qui est totalement en train de changer, et c'est important aussi de pouvoir se projeter dans ce monde qui sera différent, tout en étant, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais dans une démarche de co-construction et de se poser collectivement la question de ce qu'on veut et comment on se projette ensemble dans un monde qui est différent. Donc nous, on utilise aussi beaucoup l'outil de la prospective pour aider des groupes de citoyens, une commune, des territoires à se projeter dans un monde qui sera radicalement différent. Et donc nous, on est persuadés que la transition ne pourra pas se faire si on n'a pas recours à la sobriété, elle ne pourra pas se faire si on n'associe pas les questions environnementales aux questions sociales.